On font y parler à des. On font y causer à des. Mais de vérité nous souger pour yo baban, vieux chay, poté. La prise de conscience est avant tout un réveil. Cela signifie ouvrir les yeux de l'intérieur pour rendre conscient l'inconscient et ainsi pouvoir faire le premier pas puis commencer toute une révolution personnelle qui est nécessaire. Ce n'est qu'à ce moment que nous serons capables de nous soigner, de nous défaire de ce qui fait mal et tout simplement d'avancer vers ce que nous méritons. Nombreux sont les philosophes et sociologues qui définissent la société actuelle comme une entité endormie. Nous vivons centrés sur notre moi. Mais il s'agit d'un moi que les autres se sont chargés de narcotiser à travers les branches de la surconsommation. Un intérêt extérieur qu'a exploité cette éternelle insatisfaction. Et c'est pour cela que nous avons voulu atteindre beaucoup plus que nous avions déjà. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas encore ce que nous pouvons devenir. William Shakespeare. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Mise en onde de Junie l'image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous les amis? Content de vous retrouver ce dimanche matin pour une autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Merci de votre intérêt de plus en plus accru à cette émission. Cela nous fait plaisir et nous stimule d'aller de l'avant dans cette mission, dans ce travail que nous nous sommes assignés. Je vous lance cette question qui sera en même temps le sujet du jour. Qu'y a-t-il de commun entre l'éducation, la religion et l'immigration? Je reprends. Qu'y a-t-il de commun entre l'éducation, la religion et l'immigration? Je vous laisse penser un tout petit peu. Eh bien, c'est que ce sont trois outils qui ont été habilement utilisés par des élites transnationales dans un pays comme Haïti, dans d'autres pays antillais, mais dans des pays africains. Donc, je reprends, ce sont trois outils, l'éducation, la religion et l'immigration, qui ont été habilement utilisés par les élites transnationales, mais aussi par la communauté internationale pour déconstruire, pour déstructurer des populations. Et aujourd'hui, ces trois outils-là, à savoir l'éducation, la religion et l'immigration, sont encore utilisés pour déstructurer, pour déconstruire, mais aussi, ils sont utilisés comme des freins au développement. Au fond, s'il y a quelque chose auquel je veux attirer votre attention depuis un certain nombre de semaines, c'est que l'école est un outil idéologique qui peut être au service d'une nation ou qui peut être au service des ennemis de la nation. La religion n'est jamais non plus un discours neutre qui ne sert qu'à nous parler de l'au-delà. La religion peut être utilisée soit pour zombifier, soit pour aliéner ou comme moteur pour aller de l'avant. Eh bien, à ces deux outils aujourd'hui, j'ajoute un autre, l'immigration. C'est un outil qui est utilisé par les pays du Nord pour déstructurer, pour déconstruire des populations des pays du Sud. On s'en parle après la pause que voici. Selon nos belles habitudes, je vais vous inviter à vous faire une belle tasse de thé, à vous faire une bonne tasse de café. Vous aurez besoin de
toute votre attention. Vous aurez besoin, comme le texte nous invite à le faire, vous aurez besoin d'être réveillé, mais aussi d'être éveillé pour comprendre ce dont nous allons parler à l'émission d'aujourd'hui. Éducation, religion, immigration, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est ce dont nous allons parler dans les prochaines minutes. À tout. J'espère que vous avez apprécié cette musique congolaise. Eh bien, je félicite cette artiste, une jeune artiste congolaise qui répond au nom de Hansi Nakomitunaka. Hein, voilà, je l'ai réussi du premier coup en plus. Eh bien, je ne connais pas le lingala, tout comme vous, j'imagine, mes auditeurs haïtiens. Eh bien, dans le lingala, dans la langue des Congolais, cette jeune artiste se pose un certain nombre de questions. Des questions qui ont fait en sorte que sa musique a été interdite de publication imaginée. Elle a été élevée dans l'Église, dans le christianisme, et à un moment donné, dans son cheminement, elle s'est posé la question, mais pourquoi toutes les images des saints et des saintes sont-elles blanches? Pourquoi le Jésus qu'on présente ressemble plus à un Caucasien, à un Européen qu'à mes ancêtres? Pourquoi, au fait, n'est-ce pas, tout le langage religieux fait la promotion de la civilisation occidentale plutôt que de m'inviter à m'enraciner, à m'ancrer dans mes traditions ancestrales? Ce sont des questions qu'il faut se poser à un moment donné, car comme on l'a vu, le discours religieux n'est jamais un discours neutre. Il ne faut pas vous imaginer que parce que la religion vous parle de salut, parce que la religion vous parle de pardon, parce que la religion vous parle, n'est-ce pas, de fraternité, que ce discours-là n'est pas au service d'un certain groupe. Et à un moment donné, il faut se poser la question, qui est-ce que ce discours-là sert? Et quand on regarde autour de soi comme Haïtien, quand on regarde autour de soi comme Africain, quand on regarde, n'est-ce pas, autour de soi, tout simplement comme peuple traditionnellement non chrétien, on se dit, tiens, ce discours nous a été imposé pour nous déstructurer, il nous a été imposé pour supprimer tout simplement notre identité, et il faut un retour à cette identité. Eh bien, aujourd'hui, selon la thématique de l'émission, je vais tenter de vous montrer le lien qu'il y a entre l'éducation, la religion et l'immigration. Immigration, émigration, la différence. L'émigration, c'est celui qui part, l'immigration, c'est celui qui arrive. Mais pour qu'il y ait immigration, il faut bien qu'il y ait émigration quelque part. Alors, en suivant l'ordre du sujet, commençons par parler de l'éducation. Évidemment, en me servant d'exemples haïtiens, nos amis africains, nos amis antillais s'identifient facilement. Je connais bien l'exemple d'Haïti parce que je connais le fait haïtien, je connais l'histoire d'Haïti, donc mes illustrations s'inspirent du fait haïtien, mais je me réjouis tellement du fait que les Africains s'identifient aussi à ce discours-là. Pour quelle raison? Parce que nos colons, nos maîtres, se sont servis précisément des mêmes outils, ce sont les mêmes tactiques de diversion pour nous garder dans le sous-développement, en sorte que choisir des exemples haïtiens revient à choisir des exemples antillais ou correspond à des exemples africains. Les maîtres diffèrent. Dans le cas d'Haïti, c'était des Français. Dans le cas du Congo, c'était des Belges. Dans le cas d'autres peuples africains qui ont été colonisés par l'Empire britannique, c'est des Anglais, mais ce sont les mêmes tactiques de séduction. Ce sont surtout les mêmes freins au développement. Alors, je veux qu'on me comprenne. Quand on parle d'éducation, il n'y a rien de plus noble que l'éducation. C'est ce qui nous permet de nous élever, n'est-ce pas, par rapport à la nature, de comprendre cette nature. C'est ce qui nous permet justement de développer des habiletés pour influer sur l'environnement, pour influer sur la nature, en sorte que l'éducation est souhaitable. L'éducation est un droit, d'ailleurs c'est reconnu dans le droit international. L'éducation ne doit pas être l'affaire d'une élite. L'éducation c'est un droit et c'est un droit inaliénable. Tous devraient
pouvoir accéder à l'éducation. Mais une fois qu'on dit ça, il ne faut pas non plus oublier que c'est toujours quelqu'un qui éduque un autre. Quand on s'éduque, quand on va à l'école, quand on entre dans un système scolaire, il y a toujours des gens qui pensent ce système scolaire-là et qui le font dans une perspective téléologique, c'est-à-dire qui poursuivent un but, qui le font en vue de produire quelque chose ou surtout en vue de modeler l'apprenant pour qu'il réalise tel ou tel but. Et c'est pour cela que tout État sérieux, tout pays qui se prend en main commence d'abord par prendre en main son système éducatif parce que livrer son système éducatif aux mains de quelqu'un d'autre, c'est livrer pour ainsi dire l'avenir d'un pays, livrer pour ainsi dire l'avenir d'une population aux mains de quelqu'un d'autre. Et je vais jusqu'à dire qu'on peut mesurer le sérieux d'un État au budget qu'il consacre à l'éducation. On peut mesurer le patriotisme d'un gouvernement à son système éducatif, c'est-à-dire au cursus du système éducatif. Ce disant, eh bien, je viens pour ainsi dire de poser un certain nombre de critères en fonction desquels il nous faut juger nos gouvernements. Les gouvernements haïtiens, les gouvernements dans les pays antillais, les gouvernements africains. Parlons d'Haïti. J'ai produit un livre sur Haïti qui est sorti il y a à peine 2 mois, dans lequel j'ai repris, si vous voulez, les documents fondateurs de l'État haïtien. Et en vérité, dans mon approche exégétique, j'ai voulu aller voir par moi-même ce qui s'est passé dans les années, dans les siècles précédents, essayer de comprendre, n'est-ce pas, pourquoi nous sommes encore à ce niveau de sous-développement. Et ce que j'ai découvert me renverse aujourd'hui encore. Ce que j'ai découvert me porte à prendre mes distances par rapport à certains ancêtres que j'ai admirés, que je continue d'admirer, mais par rapport auxquels je suis devenu très critique en disant, mais oh là là, je suis déçu par ce qui est écrit par ces ancêtres-là. Exemple, la première constitution d'Haïti, 1805, ce qu'on appelle la constitution impériale, n'est-ce pas, est considérée à bien des égards comme une constitution avant-gardiste, en ce que c'est l'une des rares constitutions qui ne fasse pas une place particulière à la religion. La constitution de 1805 dit clairement que l'État ne va consacrer aucune place particulière, ni ne va accorder aucun privilège particulier à une religion quelconque, et que la liberté de religion est reconnue à tous. Wow, nous sommes quand même en 1805. En un temps où la plupart des États font une place particulière à certaines religions auxquelles, n'est-ce pas, ces pays-là s'identifient. Et que la constitution haïtienne, la première dans l'histoire du pays, dise que nous n'allons accorder aucun privilège particulier, ni accorder aucun droit particulier à tel ministre de telle religion, mais bravo. En ceci, j'applaudis, j'admire mes ancêtres qui ont pensé à créer un État laïque avant la lettre, avant le mot. Mais puisqu'on se dit toute la vérité, qu'on cherche à comprendre pourquoi nous en sommes à ce point, si vous voulez, un retard socio-économique, il faut aussi développer un sens critique par rapport à ces documents fondateurs. Imaginez que la première constitution haïtienne ne prévoit pour une population d'environ 500 000 âmes que 6 écoles pour tout le territoire national. Imaginez, une population de 500 000 habitants, le pays est divisé en 6 régions militaires et la constitution haïtienne, la première constitution haïtienne, dans son article 19,
prévoit 6 écoles publiques pour une population de 500 000 âmes. J'appelle ça déjà le premier hold-up de ce pays, le hold-up du savoir. Ce qu'on oublie, ce sont les gens qui développent des pays. Ce qu'on oublie, ce sont des cerveaux qui développent des régions. Donc, quand on veut se développer, quand on veut le bien de sa population, eh bien, on s'efforce de lui fournir, n'est-ce pas, tous les outils favorables à son épanouissement. Je ne comprends pas que mes ancêtres, qui se sont battus pour l'indépendance politique de ce pays, mes ancêtres, n'est-ce pas, qui ont juré que désormais tout ce qui mettrait le pied sur ce territoire, qu'on appelait, n'est-ce pas, l'Empire d'Haïti, serait considéré comme des gens libres, je ne comprends pas que mes ancêtres n'aient prévu que 6 écoles publiques pour une population de 500 000 âmes. Selon vous, pour une population de 500 000 âmes, quand on prévoit 6 écoles publiques, une école par division militaire, quels sont ceux qui iraient à cette école-là ou à ces écoles-là? Essayons d'imaginer dans une division militaire, n'est-ce pas? Pensez-vous que ce soit les enfants des hommes et des femmes les plus pauvres qui avaient accès à cette école publique-là, puisqu'il n'y en avait qu'une par division militaire? Poser la question, c'est y répondre. Eh bien, le calcul était le suivant. Si les masses sont éduquées, si les masses sont éclairées, si les masses ont accès au pain de l'instruction, c'est que nous, les élites, on n'aura plus notre place. Donc la seule façon de nous assurer de contrôler les masses, la seule façon de nous assurer de garder nos privilèges, c'est d'entretenir ce hold-up du savoir en mettant tous les freins possibles et imaginables, ou voire inimaginables, pour que cette masse taillable et corvéable à merci, comme dira l'autre, n'est-ce pas, quelques années plus tard, n'ait jamais accès à l'instruction, parce que démocratie, comme le dira un ténor Firmin, et démopédie vont ensemble. C'est bien beau de me dire que j'ai le droit de voter pour mon dirigeant. C'est bien beau de dire que je suis libre politiquement. C'est bien beau de dire que cette terre, désormais, serait une terre de liberté. Mais si, parallèlement à la liberté politique, je suis privé du pain de l'instruction, eh bien, vous venez de me priver, pour ainsi dire, de la vraie liberté, la liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté de se donner un destin selon ses propres talents. Et voyez-vous cela, ce premier frein au développement du pays, il existe encore. C'est une constante dans l'histoire du pays. Même lorsqu'on va multiplier les écoles, même lorsqu'on va multiplier les institutions scolaires, même lorsqu'on va multiplier les lieux de scolarisation, ces institutions resteront des lieux de mémorisation, mais elles resteront surtout, n'est-ce pas, des centres élitistes auxquels les masses n'ont jamais accès. En sorte que, même si en théorie, à un moment donné, il va y avoir plein d'écoles à partir de 1860, mais ces écoles-là vont demeurer idéologiquement des outils qui vont faire en sorte que ce pays-là n'aille pas de l'avant, ou bien des outils qui vont diviser les élites d'avec les masses. Je voudrais, à cet effet, vous apporter quelques statistiques, des statistiques tristes. Des statistiques qui vont vous faire réaliser que quand on parle de retard socio-économique d'une population, quand on parle de retard socio-économique d'un peuple, quand on parle de retard socio-économique d'un pays, l'explication n'est jamais magico-religieuse. Si on prend le temps de chercher l'explication, eh bien, on va la trouver
soit dans le niveau de l'éducation, soit dans le type d'enseignement religieux qu'on reçoit, ou, comme je vais en parler tout à l'heure, dans le type de politique d'immigration ou d'émigration qui est développée par ce pays. Je vais vous lire des statistiques qui me viennent du livre de Jacques Barrot, le 2e volume. Écoutez bien. Jusqu'en 1848, nous avons eu notre indépendance en 1804, nous sommes en 1848, donc plus d'une quarantaine d'années plus tard, sur tout le territoire du pays, il y avait pour toute la population, une population qui est évaluée alors à 1,2 million d'habitants, il n'y avait que 3 lycées, 51 écoles primaires, délabrées la plupart du temps, et sur une population, dis-je, de 1,2 million d'habitants, il n'y avait que 9000 élèves. En termes de taux, écoutez bien ce que ça représente. Ça veut dire qu'il n'y avait que 0,72% de la population haïtienne qui avait accès à l'école, donc moins de 1%. Et quant aux enfants en âge de scolarisation, il n'y avait que 2,69%. Donc moins de 3% des enfants qui sont en âge de scolarisation en 1848 allaient à l'école. Et si on met ça au niveau global de la population, c'est moins de 1% de la population haïtienne qui fréquentait l'école. Aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit sur le retard socio-économique d'Haïti, encore une fois, n'allez pas chercher trop loin, n'allez pas chercher dans le ciel comme si Dieu avait une malédiction dont il nous frappait, n'allez pas chercher, n'est-ce pas, dans les diableries, comme quoi nous sommes tellement dévoués au service des diables et des démons que ces diables-là nous empêchent de nous développer. Non. Ce sont des humains qui développent des pays, ce sont des cerveaux qui pensent le développement. Et pour que des humains puissent développer un pays, pour que des cerveaux puissent développer, n'est-ce pas, leur environnement, il faut bien qu'on leur fournisse les outils pour ce faire. Il faut bien qu'on leur fournisse le pain de l'éducation. Vous notez quand je vous ai parlé de Constante, première constitution d'Haïti, 1805, on ne prévoit que 6 écoles gratuites pour 500 000 habitants. En 1848, nous sommes environ 1,2 million, moins de 1% de la population haïtienne, n'est-ce pas, a accès à l'éducation, et quant aux enfants, c'est quand même moins de 3%. Vous me direz, bien sûr qu'à partir de 1860, avec la signature du Concordat, on va faire entrer des Bretons, nos ennemis, pas vrai? Des esclavagistes, des racistes, des gens qui sont contre la révolution parce qu'ils sont des monarchistes. Mais quelle école vont-ils nous donner? Ils vont nous donner une école par laquelle nous allons nous détester, une école par laquelle nous allons détester notre histoire, une école par laquelle nous allons détester notre culture, une école par laquelle nous allons détester notre langue, une école par laquelle nous allons nous détester, en sorte que le constat, il est unanime. L'école haïtienne prépare mieux l'haïtien à vivre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et pourtant, tout système d'éducation nationale vise à former des citoyens qui vont rester chez eux pour développer leur pays, pour développer leur nation, pour améliorer leur environnement. Et pourtant, dès le début, la tactique était claire, dès le début de notre histoire. Soit qu'on refuse le pain d'instruction à la population, ou alors si on lui donne ce pain d'instruction, ce sera au compte-gouttes. Et quand ce pain d'instruction vient finalement, c'est un outil d'aliénation qui nous habilite à vivre à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et j'ai d'autres chiffres à vous lire aujourd'hui, des chiffres qui me viennent encore de Jacques Barrot. Après 69 ans de liberté, donc l'indépendance ayant été conquise ou acquise en 1804, 69 ans de liberté,
Donc après 69 ans, écoutez bien le constat. Il n'y a pas un seul ingénieur, pas un seul mécanicien, pas un seul architecte qui a été formé par l'école haïtienne. Écoutez bien là. C'est un verdict terrible. Après 69 ans de liberté, c'est-à-dire, vous n'avez qu'à faire le calcul, 1804 auquel on ajoute 69 ans après la conquête de notre indépendance, il n'y a pas eu un seul ingénieur, il n'y a pas eu un seul mécanicien, pas un seul architecte. On recevait une scolarisation très littéraire qui produisait une élite verbeuse. Une éducation qui ne sert pas à grand-chose, sinon qu'à des exercices de mémorisation. En 71, le sous-secrétaire d'État à l'éducation, l'équivalent d'un sous-ministre dans les termes d'aujourd'hui, Hubert de Ronceret, donc quelqu'un qui connaît le système éducatif haïtien, qui travaillait donc comme sous-secrétaire d'État à l'éducation, voici ce qu'il a dit en 71. L'éducation haïtienne s'est révélée un instrument d'aliénation, c'est-à-dire quelque chose qui vous rend étranger à vous-même, quelque chose qui vous rend étranger à votre patrie, quelque chose qui vous rend étranger à votre nation, quelque chose qui vous rend étranger au pays dans lequel vous vivez. C'est tout ça l'aliénation. Mais non seulement l'éducation haïtienne s'est-elle révélée un instrument d'aliénation, déclare Hubert de Ronceret, c'est un non-sens, dit-il. Parce que dans tout pays, l'éducation nous permet, n'est-ce pas, de nous développer. L'éducation nous permet de nous réaliser. Mais non, tandis qu'en Haïti, plus on forme des philosophes, plus on forme des gens littéraires, mais plus le pays s'enfonçait dans le sous-développement. Un non-sens, et il ajoute une négation pure et simple du développement. Donc vous notez que même s'il y a eu école, l'école servait à autre chose qu'au développement. Même s'il y a eu l'école servait à autre chose qu'à la construction de l'identité haïtienne. Même s'il y a eu l'école servait en réalité plus à aliéner la population, en sorte que, comme je l'ai dit au début de l'émission, en Haïti, et c'est la même chose dans les pays africains, c'est la même chose dans les pays antillais, en Haïti, l'éducation ou la scolarisation est un outil d'aliénation, donc un frein au développement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut repenser cette éducation. On n'ira pas de l'avant si on ne repense pas notre système éducatif. On n'ira pas de l'avant aussi longtemps, n'est-ce pas, qu'on répète le schème, qu'on répète le paradigme de nos anciens maîtres, qui consiste à apprendre plein de choses par... Non seulement chez nous, c'est un exercice de mémorisation, mais c'est un cursus inadapté à notre réalité. C'est pas un cursus qui est fait pour nous. Et en plus, c'est un parcours de combattant. C'est plus un système qui cherche à éliminer qu'à massifier l'éducation. C'est plus un système qui cherche à créer des élites transnationales qu'à élever la masse dans une véritable démopédie, pour reprendre la formule d'Anténor Firmin. En termes de bilan, vous imaginez depuis 1805 qu'on avait prévu 6 écoles publiques. En 1860, lors de ce traité, donc ce concordat entre l'État haïtien et le Vatican, qui va ouvrir des portes aux écoles congréganistes. Mais quand on fait le bilan de tout cela, que fait l'école en Haïti? L'école dénature l'haïtien. Que fait l'école en Haïti? Elle déconstruit l'identité haïtienne. Que fait l'école en Haïti? Elle déstructure la société haïtienne en sorte qu'elle divise les élites d'avec les masses. Et ça, ce n'est pas un fait divers. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est quelque chose qui a été conçu pour empêcher que par l'éducation, Haïti ne s'élève. À l'éducation formelle,
il faut parler, il faut ajouter l'éducation religieuse. La religion, elle est nécessaire, qu'on me comprenne. Dans la mesure où la religion nous permet de réfléchir à une réalité immatérielle. Je suis de ceux qui croient que l'humain n'est pas fait que de matière. Je suis de ceux qui croient que le réel n'est pas réductible au visible. Je suis de ceux qui croient que le réel n'est pas réductible au mesurable, au quantifiable. Je crois qu'en réalité, ce qui n'est pas quantifiable, ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas mesurable est beaucoup plus totalisant que ce qu'on peut voir ou toucher. C'est une chose que de dire que la religion est utile, mais c'est une autre chose que de dire, tiens, puisqu'elle est utile, allons-y tête baissée. Non. Parce que dans l'histoire, la religion a toujours été un outil idéologique aux mains d'une certaine élite. Soit que l'élite décide de travailler au bien d'une communauté, la sienne, ou alors elle utilise cette religion, le discours religieux, pour garder une masse, pour garder une population dans la sujétion, ce qu'on va appeler plus tard dans le sous-développement. Or, c'est précisément ce à quoi la religion a toujours servi en Haïti. Nous allons le voir, que ce soit du côté catholique ou du côté protestant, des deux côtés, n'est-ce pas? Nos anciens maîtres français ou nos nouveaux maîtres les Américains, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils prouvent d'ailleurs. Au fur et à mesure qu'on regarde l'histoire d'Haïti, ont utilisé la religion comme outil de sujétion, comme outil de zombification, pour répéter le mot de mon livre là. Là, je veux qu'on me comprenne. J'ai commencé par dire, en parlant de la religion, qu'elle peut être utile. Elle peut être utile à l'élévation de l'âme humaine. Elle peut être utile à la réflexion sur une réalité immatérielle. Et elle peut même être utile dans la construction d'un certain discours de développement. Max Weber, au siècle dernier, l'a démontré dans son maître ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Dans ce livre-là, Max Weber a montré comment un certain ethos protestant, un certain discours, n'est-ce pas, de la religion réformée a aidé au développement de l'Europe, en ce que ce qu'on enseignait aux réformés dans des églises réformées, c'était que peu importe votre métier, vous devez y voir une vocation et développer, n'est-ce pas, vos talents comme quelque chose qui nous vient de Dieu et que nous devons développer pour faire plaisir à Dieu, pour la gloire de Dieu, pour répéter la formule consacrée chez les protestants, chez les gens de foi réformés. Mais ce n'est pas ce discours-là qu'on a enseigné aux Haïtiens. Ce n'est pas ce discours religieux-là qu'on a enseigné aux Africains. Ce n'est pas ce discours-là qu'on a tenu, n'est-ce pas, aux anciens esclaves, ni à leurs descendants. Qu'est-ce qu'on leur a prêché? On leur a prêché une coupure, au contraire, entre le religieux et le social. On leur a dit, écoutez, vous pouvez vous résigner ici-bas, dans votre misère, vous pouvez vous consoler de votre pauvreté à l'idée qu'un jour vous aurez quelque chose de plus grand dans le paradis. Même si ça va mal ici-bas, c'est pas grave. Jésus est en train de vous préparer, n'est-ce pas, un palais en or. Cette coupure, cette césure entre le social et le spirituel, cette césure grâce à laquelle, n'est-ce pas, on nous invite à vivre dans l'au-delà, déjà ici-bas, cela a contribué à l'aliénation des populations africaines, de la population haïtienne qui sont devenues, n'est-ce pas, chrétiennes. Les sociologues de la religion nous disent que la manière dont on nous a prêché, dont on nous a formés religieusement, c'est tout simplement pour produire en nous un exil intérieur, pour produire en nous une fuite. Et d'ailleurs, cela laisse des traces. Lorsqu'un Haïtien passe du catholicisme au protestantisme,
On dit en créole, il entre dans le protestantisme, il rentre dans le protestant. C'est comme si la religion devient une fuite en avant, une façon de fuir la réalité car elle est infernale, une façon de s'aliéner, quoi. Eh bien, la religion aussi, dans la manière dont elle nous a été enseignée en Haïti, constitue un frein à notre développement parce que c'est un exil. Elle nous invite à vivre l'au-delà dans l'ici-bas. Parce que c'est une religion étrangère. Le père Gérard Bissint a signé un excellent article qui a pour titre Catholicisme et indigénisme religieux dans un livre qui est apparu en 1956 et qui a pour titre Des prêtres noirs s'interrogent. Voici ce qu'il dit, le père Bissint. Le catholicisme n'est chez l'haïtien qu'une façade et un masque. Le catholicisme, religion apportée par les Blancs, c'est toujours le père Bissint qui parle, est pour le paysan noir une belle chose. Une chose romantiquement belle, un vêtement de fête. Mais cette belle chose, romantiquement belle, ne peut entrer en contact avec sa vie terne ou sombre, avec sa terre sale, avec sa peau noire. Cette chose romantiquement belle, il la réserve pour l'extérieur, pour la superficie de son âme. Intérieurement, il s'attache à ces rites vaudous élaborés par ses ancêtres et qui le suivent dans toute son existence et qui lui sont tellement accessibles et qui répondent si bien à sa mystique noire. Imaginez ce que ce constat nous dit. On nous impose une religion comme étant parole de Dieu. On nous l'a imposée, vous vous souvenez, n'est-ce pas, depuis notre arrivée à Saint-Domingue comme esclaves. Et même après notre indépendance, dans les divers traités que nous avons signés, soit avec l'Église catholique, soit avec la France, eh bien, des missionnaires sont arrivés en masse pour nous évangéliser dans la religion des gens civilisés. Mais selon le constat du père Bissint lui-même, il est prêtre catholique, et là nous sommes déjà dans les années 50, il dit, écoutez, c'est une chose belle, une chose romantiquement belle, mais c'est une chose qui ne colle pas à notre réalité, en sorte que nous vivons un exil à l'intérieur de notre propre pays. Nous vivons un exil dans notre propre âme parce que on nous impose quelque chose qui est la chose des gens civilisés, mais cette chose des gens civilisés ne colle pas à notre réel à nous. Et nous vivons toujours dans cette ambivalence, nous vivons toujours dans cette dichotomie, nous vivons toujours dans ce bovarisme, pour reprendre l'expression de Price Mars. Puisque ce discours religieux sert à nous exiler, finalement, le discours religieux sert de frein à notre épanouissement. Le discours religieux sert de frein à notre épanouissement. Il sert de frein, ce discours religieux, au démarrage du pays. Donc vous notez que, en ce sens, et la scolarisation, donc l'éducation formelle, et la religion, donc le discours religieux, servent le même objectif. Et là non plus, ce n'est pas le fait du hasard. C'est quelque chose qui a été pensé, c'est quelque chose qui a été conçu à dessein pour que par notre propension à la croyance, pour que par notre propension à la religiosité, nous n'allions pas de l'avant, que nous restions, n'est-ce pas, là où nous étions au moment où nous avons osé proclamer notre indépendance. Et là, celui qui décrit la réalité de l'haïtien en matière de religiosité, en matière de grille magico-religieuse, pour lire le réel, c'est le romancier Idriss Saint-Amand. Voici ce qu'il écrit dans Bon Dieu rit. C'est tellement vrai, c'est tellement juste ce qu'il nous décrit dans son roman, en parlant du paysan haïtien. Écoutez, en vérité, moi, je comprends rien dans toutes ces choses. Nous faisons des cérémonies vaudou, ça ne rapporte rien. La misère nous tue. Nous allons à l'église catholique et la misère demeure toujours. Chaque jour, la misère devient plus terrible
nous nous faisons protestants et également rien ne change. Parce que on nous a enseigné la religion comme si la religion allait être la panacée de nos problèmes sociaux, comme si la religion allait être la panacée de nos problèmes économiques. Et là, nous passons d'une religion à une autre, nous passons d'un discours religieux à un autre, sans solution, parce que ce n'est pas une grille magico-religieuse qu'il faut poser sur le réel haïtien, car ce sont des humains qui développent un pays, et non les dieux ou les diables. Et Charles Poisset-Romain, qui est le sociologue du protestantisme haïtien, conclut en ces termes. Dans la manière dont on nous a enseigné la religion en Haïti, en particulier dans les sectes protestantes, dit Charles Poisset-Romain, le social est amputé de sa dimension politique. Voilà quelque chose qu'il faut noter dans la manière dont on nous enseigne la religion en Haïti. Non seulement le social est amputé, ou le spirituel est amputé de son côté social, c'est comme ça qu'il faut le dire, donc le spirituel est amputé de son côté social, nous sommes comme des esprits éthérés qui dépendent de Jésus pour leur survie ou leur subsistance sur terre, mais écoutez bien, le social, nous dit Charles Poisset-Romain, est amputé de sa dimension politique. Écoutez un pasteur haïtien prêcher. Si tu as besoin de travail, mais ce n'est pas nécessaire de devenir ingénieux pour te créer un travail, et encore moins nécessaire de le demander à l'État. C'est à l'État de créer des conditions propices à la création d'emplois. Non, demande-le à Jésus. Jésus va opérer un miracle. Jean Price Mars parle dans ce sens-là de la pensée miraculaire, n'est-ce pas, du protestant haïtien. On s'attend toujours à un miracle. Si tu as besoin de soins de santé, il faut pas exiger que l'État crée des hôpitaux, mais il faut compter sur Jésus. Et un pasteur ou un prophète aujourd'hui, n'est-ce pas, vont t'imposer la main, et là tu vas être guéri. Mais ça, c'est la résignation. Cette mentalité de résigné, cette mentalité de fataliste n'est pas tombée du ciel. Cette mentalité-là nous a été systématiquement enseignée pour que nous apprenions à rester tranquilles et qu'on ne se soulève jamais contre des états de fait dégradants pour notre humanité. L'école, la religion, donc la manière dont cette religion nous est enseignée en Haïti, sont des blocages, sont des freins à notre développement. Mais j'ai parlé de 3 freins. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé de la religion, mais j'ai aussi parlé de l'émigration, de l'immigration. Qu'est-ce que ça vient chercher? On s'arrête ici, une petite pause musicale. Au retour de la dite pause, je vais vous montrer comment l'émigration, dès le début du siècle dernier, a été associée à la scolarisation et au discours religieux pour empêcher que ce pays ne se développe et que cette population ne puisse rien faire à l'intérieur de son pays. On s'arrête ici. On se retrouve de l'autre côté de la pause. Du nom de Lucien Prophète, qui a fait ses recherches doctorales sur le lien entre l'émigration et le développement. Au fait, il a montré comment les politiques d'immigration du Canada, n'est-ce pas, constituent un blocage au développement d'Haïti. Donc lui, c'est clair, dans sa thèse de doctorat, il fait le lien entre les politiques d'immigration du Canada, les politiques d'immigration du Québec et le blocage au développement d'Haïti. Donc là, il faut que je fasse un peu d'histoire. Jusqu'en 1908, jusqu'en 1910, eh bien, l'Haïtien n'émigrait pas. Bon, c'est sûr qu'il y avait quelques fils de l'élite haïtienne qui partaient en France pour faire des études et qui revenaient. Il y en avait qui partaient, n'est-ce pas, aux États-Unis aussi, mais c'était marginal. À partir de 1908-1910, on va commencer à inciter les Haïtiens à aller travailler dans les Afra à Cuba ou bien dans les Batés en République dominicaine. Mais jusque-là, oui, voilà, on notait le phénomène, mais ce n'était
pas un phénomène, n'est-ce pas, qui vaut la peine d'être noté puisque ça restait marginal et ne constituait pas, pour ainsi dire, une vague, comme on va en parler plus tard, une vague d'émigration des paysans haïtiens. Le phénomène de l'émigration haïtienne va commencer avec l'occupation américaine. Et c'est à dessein. Parce que les Américains faisaient face à beaucoup de résistance dans les campagnes haïtiennes, dans la paysannerie haïtienne. Qu'on se souvienne, n'est-ce pas, des cacos qui étaient des paysans armés qui faisaient résistance à l'occupant parce que ils ne sont pas libres pour rien, ces paysans-là, et l'haïtien est pétri de liberté. C'est pas pour rien que nous sommes quand même la première république noire au monde. Eh bien, lorsque les Américains se sont rendus compte de la résistance et de l'hostilité des paysans haïtiens face à l'occupation américaine, ils vont utiliser toutes sortes de manœuvres pour déstructurer l'économie paysanne, de manière à inciter les paysans à laisser le pays. Ce que notre ami Lucien Prophète, justement, appelle les push factors, les facteurs qui consistent à pousser une population à laisser son pays, à laisser son environnement pour aller vivre ailleurs. Les Américains vont commencer à encourager la production du sucre, la production du sisal, la production de la bauxite, ce qui répondait à leurs besoins spécifiques, mais qui en réalité affaiblissait l'économie haïtienne, l'économie paysanne, et devant le désarroi que cette réorientation de la production haïtienne, devant cette réorientation de la production haïtienne par les Américains, donc devant ce désarroi que cela va provoquer dans l'économie haïtienne, eh bien, les paysans vont se sentir incités à laisser la campagne pour se rendre à la capitale dans un premier temps et dans un second temps à se rendre, n'est-ce pas, en République dominicaine, encouragés par les Américains dans les batailles, ensuite à Cuba, dans les Afras, encouragés encore une fois par les Américains. Et ce qu'on découvre, et là encore c'est Jacques Barrot qui en parle, c'est que les Américains ont dit désormais, écoutez-moi bien, on va utiliser la population haïtienne comme une main-d'œuvre vile pour les pays de la région, les pays de la Caraïbe. C'est ainsi donc que tout de suite après cette occupation américaine et même pendant, on va retrouver des Haïtiens, je l'ai dit, en République dominicaine, à Cuba, mais on va les retrouver aussi dans les autres pays de la région caraïbéenne, n'est-ce pas? Et une fois qu'on n'a plus besoin de cette main-d'œuvre non qualifiée dans la région antillaise ou bien dans les régions environnantes, on va désormais aller chercher la main-d'œuvre qualifiée auprès de la population haïtienne pour les pays industrialisés. Est-ce que vous notez le plan? L'éducation qui, dans tout autre pays, sert d'outil de développement, dans notre pays sert de frein au développement parce que ce n'est pas vraiment de l'éducation, c'est tout simplement un exercice d'aliénation selon les mots d'Hubert de Ronceret. Le discours religieux qui peut être utile, n'est-ce pas, à l'élévation de l'âme pourvu qu'elle ne coupe pas de la réalité sociale, pourvu qu'elle ne coupe pas de la réalité politique. Eh bien, en Haïti, elle sert justement à nous zombifier, à nous résigner et à nous faire vivre l'au-delà dans l'ici-bas. Tandis que l'immigration, elle, va être utilisée pour déstructurer l'économie haïtienne, pour déstructurer la population haïtienne et pour porter cette population à servir les autres plutôt qu'à se servir elle-même. Et ça, encore une fois, c'est la politique du département d'État vis-à-vis des Haïtiens. Les Haïtiens doivent servir de main-d'œuvre aux pays des régions environnantes. Et quant aux pays industrialisés, une fois qu'on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, de cadres qualifiés, c'est aussi en Haïti qu'on va les chercher. Et si vous voulez pousser, n'est-ce pas, plus loin, encore une fois, cette politique qui consiste à créer en Haïti
des facteurs d'instabilité, des facteurs de pauvreté, donc à maintenir ces facteurs qui poussent l'Haïtien à laisser le pays, tandis que ces pays qui ont besoin de nos cerveaux, qui ont besoin de nos main-d'œuvre qualifiées, vont mettre sur pied des politiques incitatives pour nous attirer. Si vous voulez pousser ça plus loin, encore une fois, je vous réfère à la lecture de la thèse de doctorat de mon compatriote Lucien Prophète, qui est consacrée justement à la politique d'immigration comme frein au développement des petits pays, mais également comme outil de développement pour les pays industrialisés. Nous sommes au 21e siècle, pas vrai? Le 21e siècle repose sur l'économie du savoir. En fait, le plus grand capital, ce n'est pas l'argent. Le plus grand capital, ce n'est pas le béton. Le plus grand capital, ce n'est pas la technologie. Le plus grand capital, c'est le cerveau, c'est le savoir. Le plus grand capital, ce sont les ressources humaines. Et les pays qui nous entourent, avec qui nous faisons de la diplomatie, le savent, puisque 61% de la population haïtienne a moins de 25 ans, 43% de la population haïtienne a moins de 15 ans, dont 15% d'enfants de moins de 5 ans. C'est pas pour rien que un pays comme le Brésil, il y a quelques années, avait offert la résidence permanente à tout Haïtien, y compris ceux qui vivent même à l'extérieur d'Haïti. Le Brésil était prêt à nous accueillir tous et toutes. Savez-vous que de l'immigration ou de l'émigration haïtienne, qu'on évalue peut-être, les chiffres les plus libéraux parlent de 3,5 millions, les plus conservateurs parlent de 1,5 million, eh bien, 64% de cette manne de l'émigration haïtienne se retrouve en Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, 5% en Europe et 26% en Amérique latine et dans le bassin des Caraïbes. Mais la question à se poser, un pays dont tout le monde semble dire du mal, pourquoi ces mêmes pays qui disent du mal de nous plongent les deux mains dans ce qu'on appelle la fuite des cerveaux haïtiens, dans ce qu'on appelle l'hémorragie des compétences haïtiennes? Et cela n'a pas commencé hier. Cela a commencé dans le cas du Canada depuis les années 60. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, dès le début de l'occupation américaine, le département d'État a dit, il nous faut déstructurer cette société en faisant de la population haïtienne une main-d'œuvre vile pour les pays de la région, Cuba, la République dominicaine, la Martinique, Guadeloupe, n'est-ce pas? Et par la suite, on va aller chercher les ouvriers qualifiés, les cadres supérieurs dans cette population. Eh bien, le calcul, il est simple. En moyenne, ça prend entre 150 à 200 000 $, mettons, pour former un médecin, et on forme un médecin pendant 10 ans, pour prendre l'exemple du Canada. Eh bien, on dit, nous, on va faire notre développement en parlant du Canada, en parlant des États-Unis, en faisant d'Haïti un club école. On laisse Haïti, qui est un pays pauvre, un pays dont le PIB est très faible, un pays dont, n'est-ce pas, la politique est instable. On va laisser Haïti former ses médecins et sitôt qu'ils sont formés, on va les attirer, ce qu'on appelle les pull factors, les facteurs d'attraction. On va les attirer chez nous pour qu'ils viennent travailler chez nous sans que nous, on ait dépensé un sou dans leur formation. Écoutez bien, savez-vous que 40% des médecins qui sont formés en Haïti vont pratiquer de fait en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada? On ne peut faire de développement qu'avec des cerveaux. On ne peut faire de développement qu'avec des ressources humaines. Et les pays amis d'Haïti, qui sont soi-disant préoccupés par notre développement, le savent ça. Ils peuvent bien prétendre être racistes, mais ils savent que l'intelligence n'a pas de couleur.
Ils peuvent prétendre être développés, mais ils savent que le talent, lui, il ne respecte pas les régions. Le talent naît là où il veut naître. Alors ils font un calcul très mesquin. On va laisser les pays pauvres former eux-mêmes leurs cadres et une fois formés, on va les attirer par les fameux pull factors et on va s'assurer ainsi que ces pays-là ne sortent jamais du sous-développement. Vous me direz, ah oui, mais écoutez, c'est sotte qui baille, c'est imbécile qui t'apprend. Hein? En bon français, écoutez, c'est à nous de nous assurer de garder nos cadres. Il ne faut pas reprocher aux pays développés de les attirer dans leurs frontières. Faux. Pour comprendre la question de l'immigration, et encore une fois, je réfère à la thèse de mon bon ami Lucien Prophète, il faut comprendre, si vous voulez, le jeu de vase communicant entre les push factors et les pull factors. Au fait, pourquoi les cadres ne peuvent-ils pas rester dans un pays africain? Pourquoi ceux qui sont formés ne restent-ils pas en Haïti? À cause de la pauvreté, à cause de l'instabilité politique, à cause d'autres facteurs humains. Mais vous allez voir, même dans ces facteurs d'instabilité, même dans ces facteurs de pauvreté, ces pays dits amis sont très présents. Ils sont présents pour nous imposer des candidats qui n'ont jamais été élus. Ils sont présents pour nourrir l'instabilité politique. Ils sont présents, n'est-ce pas, pour nous forcer à libéraliser nos frontières, pour nous forcer, n'est-ce pas, à laisser entrer leurs produits à eux. Et en laissant entrer leurs produits à eux, qu'on le veuille ou non, cela fait mal à notre économie. Et au bout du compte, ceux qui sont formés se disent, mais je ne peux pas mener une vie décente avec ma famille dans des conditions de pauvreté. Et c'est le cas non seulement pour nos médecins, c'est le cas pour nos enseignants. Je vous ai dit qu'on ne peut faire du développement sans l'éducation, mais une vraie éducation, pas seulement la scolarisation ou la mémorisation, mais sans l'éducation. Mais tous les experts dans les sciences de l'éducation, tous les experts haïtiens dans les sciences de l'éducation se retrouvent aujourd'hui au Canada ou aux États-Unis. Alors vous réalisez que sous prétexte qu'on nous aide en ouvrant les frontières à nos cadres, on est en train de faire du développement avec les ressources haïtiennes formées par les Haïtiens. Et ce à quoi je veux vous sensibiliser, encore une fois, c'est que le développement et le sous-développement ne s'expliquent ni par des bondieuseries, ni par des diableries, ça s'explique par des facteurs proprement humains. Que faire? Puisque je vous ai montré le lien d'association entre l'éducation, le discours religieux et les migrations, eh bien, si on veut se développer, on doit reprendre le contrôle de ces trois outils-là. On doit avoir un système d'éducation proprement haïtien. Hein? On n'a jamais eu, on a eu des écoles en Haïti, mais le système national d'éducation haïtien, on ne l'a pas eu. Il est encore à faire, nous devons le construire. Un. Deux, nous devons veiller, n'est-ce pas, à la manière dont le discours religieux est diffusé en Haïti parce que ça a un impact direct sur le comportement de la population. Je ne suis pas le premier à en parler. Max Weber montre qu'il y a un lien entre le discours religieux et l'éthos du citoyen. Qu'est-ce qu'on produit comme citoyen s'explique par ce qu'on reçoit comme parole de Dieu, entre guillemets. Mais on n'arrivera jamais à faire du développement aussi longtemps que les pays dits avancés se servent de nous comme leur club école, c'est-à-dire qu'ils nous laissent préparer nos cadres et qu'ils viennent ensuite piger dans cette caisse à bon marché de grands cerveaux. Que faire? J'ai un exemple en tête, l'exemple de l'État d'Israël. Vous savez que la diaspora juive a duré beaucoup plus longtemps que la diaspora haïtienne. Au fond, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, la population juive était dispersée un peu partout à la face du globe. Quand on dit un peu partout à la face du globe, il n'y a pas une seule région au monde
qui n'ait pas eu son lot de ressortissants juifs. D'ailleurs, le mot diaspora est coextensive à la répartition des ressortissants juifs de par le monde. Et cela va durer ainsi jusqu'au 19e siècle, quand pour la première fois un certain juif du nom de Theodoro Herz va commencer par dire aux Juifs: nous sommes si bien établis à l'étranger qu'il ne nous reste rien en commun que l'oppression que nous subissons en tant que Juifs. Et si nous allions nous construire notre propre pays? Imaginez, c'était au 19e siècle. Et quand vous vous rappelez que la nation d'Israël a été reconnue par les Nations Unies en 1948, ça veut dire qu'il s'est passé un certain temps avant que les Juifs du monde entier aient pris conscience du fait que eux aussi ont droit à un pays. Et ils ont fait pression sur l'Empire britannique. N'oublions pas que depuis la Première Guerre mondiale, eh bien, la Palestine était sous protectorat anglais. Et les Anglais, dans un premier temps, ne voulaient pas d'un État juif indépendant. Eh bien, ils se sont imposés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs? Ils ont utilisé le fait de leur diaspora à l'avantage de leur projet national. Eh bien, c'est ce que nous devons faire aussi, nous les Haïtiens. Les Américains ont cru être très intelligents en se disant: nous allons utiliser la population haïtienne comme main-d'œuvre vile pour les régions environnantes et aller chercher leurs cadres comme main-d'œuvre qualifiée pour nos pays industrialisés. Fine. Notre diaspora date déjà d'une centaine d'années, puisque, comme je l'ai dit, ça a commencé dans les années 1908-1910. Maintenant que nous sommes installés à l'étranger et que nous avons acquis, n'est-ce pas, de l'expérience du travail, que nous sommes allés chercher, n'est-ce pas, des compétences dans ces pays industrialisés, que diriez-vous si nous faisions comme les Juifs? Si nous décidions, par exemple, de prendre les pays occidentaux à leur propre jeu. Ils ont puisé dans nos ressources pour faire leur développement. Ils ont puisé dans nos ressources pour élargir leur économie du savoir. Maintenant que nous sommes bien établis chez eux, on peut faire comme les Juifs. Institutionnaliser notre diaspora, établir de véritables liens économiques, des liens de transmission de savoir et de connaissances avec notre pays d'origine pour faire sortir ce pays du marasme dans lequel il se trouve. Ce n'est pas la mer à boire. Nous sommes, selon les chiffres les plus conservateurs, 1,5, 2,5 millions de ressortissants haïtiens dans divers pays, dont 64% d'entre nous se retrouvent, n'est-ce pas, en Amérique du Nord. Si on décidait de resserrer nos liens, quand je dis resserrer nos liens, il ne s'agit pas seulement d'envoyer de l'argent, n'est-ce pas, une fois par mois pour tel cousin, pour telle tante. Il s'agit de mettre de véritables structures en place pour resserrer les liens entre nous, la diaspora, et notre pays d'origine, des liens de transmission de savoir, des liens de transmission de technologie, des liens de transmission de compétences, et surtout, faire bénéficier à notre pays d'origine de notre poids économique. Ce n'est pas la mer à boire, c'est une question de volonté. Si on veut, on peut. Qu'on reprenne en main notre système éducatif, qu'on serre de près le discours religieux, comme tout État sérieux le fait, et qu'on institutionnalise la diaspora de manière à ce que cette diaspora resserre les liens avec le pays d'origine pour la transmission des diverses sortes de savoirs et de compétences. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous à cette page pour que vous en soyez informés au moment même. Likez la page et aussi partagez nos vidéos. Quant à nos amis qui sont intéressés à avoir nos livres, eh bien, ils sont disponibles sur ma page www.jeanfilsaimé.com ou bien sur amazon.ca ou sur amazon.com.